Et salut, bienvenue dans les podcasts de JJ. Euh, j'ai décidé aujourd'hui de faire un podcast un peu différent. Pas différent parce que c'est toujours les mêmes que vous connaissez de moi. Mais j'ai été un petit peu touchée en fait la dernière fois parce que je me suis sentie bien sur un sujet qui était quand même un sujet que j'avais mis un peu de côté de pas mal d'années. Et du coup, j'avais décidé de faire un petit laïus sur le sujet. Donc si vous ne me connaissez pas, sur les réseaux sociaux, je suis JC. Je suis quelqu'un qui, depuis quelques temps, depuis quelques années, développé un réseau social un petit peu, disons, diversifié, dans lesquels je cherche surtout à ce que les gens puissent découvrir un peu ce que je trouve moi-même sur mon chemin, que ce soit en matière de sport, en matière de nutrition, en matière de lecture. Et j'espère pouvoir transmettre un petit peu mes good vibes ou mes mauvais sentiments de certains jours pour identifier, disons, les processus que j'essaie de mettre en place dans mon quotidien pour que ça aille, ou quand ça va pas, concrètement mettre sur le papier ou sur les vidéos la réalité de la vie que l'on peut avoir, et puis essayer de s'encourager à toujours se donner, se dépasser, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Et puis peut-être aussi donner le courage à certains de s'y mettre, parce que certains effectivement ont du mal à utiliser leur corps, leur esprit, et sont un petit peu dans un carcan et une habitude de vie qui n'est pas toujours conforme à ce qu'ils ont envie, mais conforme à la société. Et moi je suis quelqu'un d'assez, on va dire, hors contexte, on va dire, je suis pas dans les cases, et je sais pas si un jour j'y arriverai à me ranger. J'espère pas d'ailleurs, parce que je pense que je tuerai mon âme et je serai heureuse économiquement peut-être heureuse d'être plus entourée de gens qui ne me ressembleront pas, mais voilà, ce sera peut-être la seule chose que je gagnerai, c'est être plus entourée et plus comprise, alors qu'aujourd'hui effectivement, bon, je vous avoue que je suis un peu hors du temps, un petit peu dans un monde cosmos, comme diraient certains podcasteurs et des personnes très connues dans le milieu du mouvement naturel, et puis de la recherche du plaisir intellectuel et physique. Physique qui m'a toujours intéressée, j'ai toujours été très passionnée par la nature, par le corps humain, par les performances du corps. Raison pour laquelle je me suis mis depuis très peu de temps à écouter énormément de podcasts sur le sujet, parce que je découvre des gens qui sont extraordinaires. Bien sûr qu'ils ils ont appris, bien sûr qu'ils s'entraînent, bien sûr qu'ils vont faire des efforts physiques qui leur permettent d'acquérir des compétences que je n'ai pas, qu'on n'a pas, parce qu'ils touchent des gratte-ciel, on va dire. Mais c'est passionnant aussi de savoir que ils ont aussi des moments difficiles, et puis qu'il y a surtout beaucoup de bonheur, et qu'en tout cas dans la performance ou dans la recherche d'obtenir des réussites personnelles, en fait ils se concrétisent. Voilà. Et donc du coup, pourquoi je parle de physique aujourd'hui? Parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais des connaissances, comme certains d'entre vous peut-être, ou certains qui écouteront ce podcast en tout cas. Mais sinon, au sens général, très peu de personnes ont un peu de notion sur ce qu'on appelle le dommage corporel. Pourquoi j'en parle dans un podcast dans un milieu qui est quand même plus lié à la nutrition et au sport, ce qui ne va pas du tout relever du sujet principal? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a une très grande relation entre les années que j'ai passées à rechercher, du moins à travailler dans un secteur qui n'était pas du tout le mien, qui était en fait le monde de l'assurance. Et je l'ai dit dans un de mes podcasts, j'ai expliqué que j'étais arrivée dans ce monde-là un petit peu par hasard, sans aucune connaissance, et que j'ai été très vite affectée à un secteur spécifique de l'indemnisation d'assurance, qui était le dommage corporel, puisque les accidents de la route, c'est ce qui coûte le plus cher aux assureurs, soyons clairs. Entre ça et évidemment la RC professionnelle, donc les bâtiments, les reconstructions, les incendies. Sinon, globalement, le corps humain coûte cher à l'assurance. La mort, pas trop d'ailleurs, puisque clairement, on coûte toujours moins cher quand on est mort que quand on est vivant.
Euh, le dommage corporel, c'est donc un dommage, enfin c'est un milieu dans lequel j'ai baigné, mais moi du côté assureur. Et je trouvais ça intéressant de vous démontrer, de vous montrer un peu qu'est-ce que c'était et pourquoi ça m'a passionné. Alors ça m'a passionné évidemment parce que ça touchait l'humain, ça touchait le corps, ça touchait évidemment des blessés, le handicap, qui sont des choses qui m'ont toujours profondément je sais pas comment dire, ça m'a toujours intriguée, ça m'a pas intriguée, mais disons que j'ai toujours été très très touchée par les gens qui étaient handicapés, non pas de leur donner plus de mérite qu'ils ne le doivent, parce que je pense qu'il y a aussi des fois où dans les handicaps, dans les personnes qui sont handicapées physiques, il y a aussi des gens qui sont cons, et dans les gens qui ne sont pas handicapés, il y a des gens qui sont très cons aussi, donc en fait je pense qu'on est tous pareils, on a un état d'esprit, mais c'était très intéressant de pouvoir éventuellement toucher aux différentes formes d'handicap et surtout à la reconstruction que ces gens peuvent avoir à mener pour pouvoir sortir de leurs habitudes. Et c'est là où en fait je trouve ça intéressant parce que quelque part je pense que maintenant aujourd'hui le fait que je sois très touchée, pas très touchée, que je sois très sujette à utiliser mon corps comme il faut, d'aller au-delà, d'essayer de trouver des réponses à mes questions sur ce que je suis, de comment le travailler de façon à ce que ce soit le plus naturel possible, à le protéger de toutes les maladies en étant dans un mood de santé, on va dire, ou en tout cas plutôt sain. Ça m'aide certainement à passer outre l'hypothèse qu'un jour il m'arriverait ce qui leur est arrivé, bien que l'accident de la route on ne l'évite pas. Mais ce qu'on peut éviter éventuellement, c'est l'après et c'est comment on se reconstruit. Et en fait, en tant que gestionnaire d'assurance, mon but était d'imaginer combien en fait le dommage corporel de cette personne allait nous coûter. Parce que ce qu'il faut comprendre dans les assurances, c'est qu'au-delà du fait qu'elles payent, parce qu'il faut payer, évidemment, puisque vous avez cotisé, alors soit parce que vous avez cotisé, et dans ce cas-là, vous avez effectivement une garantie qui vous permet d'être indemnisé, soit parce que vous avez vous-même créé un dommage et on indemnise la personne que vous avez blessée. Et donc, du coup, l'idée, et je ne vais pas rentrer dans la technicité un peu compliquée du rôle entre le conducteur, le passager, tout ça, ça relève vraiment d'une technicité d'assurance qui, je pense, n'est pas vraiment l'objet du sujet, en tout cas de ce podcast. Mais si ça vous intéresse, j'en ferai un plus grand descriptif dans un autre podcast qui n'aurait rien à voir avec la santé pour le coup, ou le sport. Mais par contre, si vous voulez, donc le but de l'assureur, c'est quand même de savoir combien ça va lui coûter, parce qu'il a une certaine somme d'argent à sortir fictivement, enfin du moins à évaluer avant de vous indemniser. Et puis sur cette évaluation, il aura évidemment réussi à trouver des solutions pour qu'il y ait un compromis en termes de montant, puisqu'en fait, si vous voulez, les évaluations, elles ne se font pas de manière très carrée avec des chiffres carrés. On a une partie économique et il y a une partie un petit peu plus aléatoire qui dépend d'un nombre de barèmes, d'échelles, qui vont être tout simplement réalisées par un expert, qui est souvent un médecin, soit quelqu'un de généraliste, qui est expert dans la matière, qui sait comment évaluer les dommages corporels suite à des accidents. Et puis sinon peut-être des gens plus techniciens si vous avez un traumatisme physique qui relève d'une certaine technicité, tout ce qui peut relever des problèmes de dents, les problèmes de dos, enfin voilà. Alors comment ça fonctionne ? Voilà comment ça fonctionne. Je vais concrètement vous révéler les secrets, si tant est qu'on puisse dire comme ça, les secrets de l'assurance indemnisation du dommage corporel. En fait, bon, vous avez un accident, vous êtes passager ou vous êtes conducteur, mais enfin bref. On va dire que vous êtes concrètement dans un cadre facile techniquement parce que en fait vous êtes assuré et vous allez être indemnisé par une assurance du dommage que vous avez subi physiquement. Sauf que clairement aujourd'hui vous avez un accident, demain matin vous êtes à l'hôpital, vous ne savez pas concrètement quel est votre état de santé et comment il va évoluer.
Donc, ce qui va se passer par principe, c'est que après cet accident, vous allez faire la déclaration de votre assureur, vous ou votre famille, si vous n'êtes pas dans les capacités de le faire. Et il va y avoir une première évaluation du fait des comptes rendus que votre médecin urgentiste ou vos médecins vont vous transmettre, que vous, en tant que victime, vous allez nous envoyer. Donc, c'est sur base de cette évaluation, on va dire assez sommaire de l'état de santé que vous avez, de vos premiers traumatismes, de vos concrètement ce que vous avez subi. Hein. Ça peut être un traumatisme crânien, comme ça peut être des atteintes physiques diverses. L'assureur arrive à donner une image, on arrive à peu près à imaginer quels vont être les suivis qui vont avoir lieu. Parce que dans les cas des accidents, et ça c'est assez c'est pas très sentimental ce que je vais vous dire, mais clairement, vous avez un accident, les traumatismes sont assez récurrents. On imagine assez facilement dans quelle évolution vous allez partir en fonction de votre âge, de ce que le médecin urgentiste a écrit. On a globalement les mêmes types de chocs physiques. Et on a le même type, alors pas d'évolution certainement, mais on sait concrètement vers quoi vous allez tendre. Tout ce qui est problème articulaire, on sait que ça va être des problèmes où on va avoir une belle évolution, ça va peut-être facilement se réparer, mais vous allez rester avec des séquelles très longues. Un traumatisme crânien, on va avoir des vraies problématiques de douleur, non expliquées souvent d'ailleurs. Bon après, si on part sur des problèmes je sais pas moi, de bassin, on sait que ça peut générer des vraies difficultés avant, après, pendant. Si vous avez été touché au niveau des vertèbres, là on sait que concrètement il va y avoir de l'handicap. Et puis après on peut avoir des vraies difficultés au niveau des mains, au niveau des pieds. Ça c'est vrai que ça peut être un handicap avec des séquelles beaucoup plus importantes. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de pouvoir déjà imaginer où est-ce que vous en êtes. Si vous êtes vraiment dans un état de santé qui va être catastrophique, parce que au-delà de votre indemnisation corporelle, il y a la prise en charge des frais médicaux. Parce qu'il faut comprendre que la sécurité sociale, elle intervient dans le cas d'une maladie. Si elle doit prendre en charge en fait tout un pan de vos blessures en lien avec un accident, elle aura une possibilité de se retourner, ce qu'on appelle les recours contre tiers. Donc elle aura un recours contre la personne qui est responsable, et en l'occurrence l'assurance, puisque l'assurance est là pour payer. Donc en fait, il y a aussi les frais médicaux. Donc si on sait que vous êtes en soins intensifs, ça peut coûter très très cher. En Nouvelle-Calédonie, on est de l'ordre de entre 700 et 800 000 francs, ce qui fait à peu près 6 à 8 000 euros par jour de prise en charge. Donc voilà, après il y a aussi l'idée que vous avez peut-être, on cherche à savoir quel boulot vous faites, est-ce que vous êtes arrêté, artisan, pas artisan, salarié, enfin voilà. Ça concrètement, ça nous donne une image type du montant qu'il va y avoir, en tout cas du montant. Est-ce qu'on est sur moins de 10 millions de francs CFP, donc moins de 100 000, de 100 000 euros? Est-ce qu'on est plus de 100 000 euros? Enfin voilà, donc c'est cet écart-là qui va nous intéresser. Quand je dis nous, qui intéresse l'assurance pour savoir vraiment si on a des gros dommages, du moyen dommage ou du... Alors c'est une évaluation qui peut être complètement erronée, et on peut partir sur une évaluation trop basse ou trop haute, mais on arrive concrètement à mettre une première somme, et ça c'est ce que fait l'assureur en premier. Puis, il a comme obligation de vous proposer, si vous êtes dans le besoin, ce qu'on appelle une première provision. Il va d'abord verser une première somme d'argent qui peut vous aider concrètement, mais après on voit en fonction de l'état financier de la personne et des raisons pour lesquelles elle aurait besoin de provision. Ça peut aider, hein, parce que si vous voulez, tant que vous êtes pris en charge à l'hôpital, etc., c'est facile, mais vous pouvez avoir des difficultés avec vos enfants, comment les garder, etc. Donc, les faire garder, peut-être avoir plus de dépenses et de frais pour votre conjoint ou votre conjointe, du fait des allers-retours, etc. Alors c'est pas concrètement ce qu'on indemnise, mais disons que l'assureur, lui, son but, c'est de vous donner des sommes d'argent qui, de toute façon, à un moment donné, il devra vous les verser. Donc elles seront déduites à la fin quand vous serez entièrement indemnisé, mais
Clairement, c'est de vous aider, première boîte de secours, et puis ces boîtes de secours, vous en faites ce que vous voulez quelque part. Mais dans la pratique, c'est vraiment des dépenses pour aider à s'en sortir dans les premiers frais qu'on peut avoir. Puis, vous allez donc avoir tout un suivi à l'hôpital ou pas, rentrer chez vous, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, le plus possible, et il va y avoir une première phase, qu'on dit une phase pré-consolidation. Qu'est-ce que c'est la consolidation? En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous avez donc eu des blessures, vous avez des séquelles, mais vous n'êtes pas encore rétabli. D'accord? Vous avez peut-être de la rééducation à faire, vous avez peut-être même une impossibilité de travailler, vous êtes vraiment dans l'inconfort physique, vous ne pouvez plus rien faire, ou vous pouvez faire, mais pas dans un état qui vous permet d'être évidemment dans le retour de ce que vous étiez avant. Mais surtout, vous êtes vraiment dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Généralement, on est soit handicapé parce qu'on a des béquilles, soit on a perdu l'usage d'un membre, soit on est... je ne sais pas, mais bon, il y a tellement de cas que je ne vais pas tous vous les citer, mais vous imaginez concrètement dans quel cas on est. On est dans un cas où vous êtes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, ou en tout cas, vous avez besoin d'aide au quotidien et vous ne pouvez plus travailler. Donc ça, c'est cette phase-là qu'on dit avant consolidation, parce que la consolidation, c'est tout simplement le passage dans lequel vous allez à un moment donné arriver, après vos soins, votre rééducation, votre évolution, on le souhaite positif. C'est le moment où l'état de santé dans lequel votre corps, vous ne pouvez plus vous améliorer. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez être au top niveau et que vous allez retourner comme vous étiez avant. Rarement c'est le cas. On a toujours un petit peu de séquelles. Mais c'est le moment où votre corps est stabilisé et que l'état de la médecine ne vous permet pas de faire mieux que ce que vous êtes. Et vous n'êtes pas dans le moins bien. Voilà, vous êtes dans la consolidation, votre corps il est consolidé. On a tout donné, on a tout fait, on a fait des opérations, on a fait les recherches, la rééducation, tout ce qu'il faut pour que vous soyez concrètement au maxi de ce que vous pouvez, que votre corps puisse être au moment où vous êtes consolidé, vous ne pouvez pas faire mieux. Voilà. Et il vous reste donc des séquelles et c'est ce qu'on appelle l'indemnisation post-consolidation. Donc durant la phase pré-consolidation, donc jusqu'à que concrètement vous puissiez reprendre le travail, reprendre une vie, on va dire quasi normale, et si elle n'est pas quasi normale, en tout cas l'état le plus amélioratif dans lequel vous pouvez être. Arrivé à ce stade, jusqu'à ce stade-là, on a une possibilité de vous faire ce qu'on appelle donc un premier rapport d'expertise. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez aller voir un médecin que l'assurance va missionner, donc va faire intervenir. Ce médecin sera le même d'ailleurs généralement après la consolidation, et il va faire ce qu'on appelle un pré-rapport. Et il va évaluer tout un tas de postes de préjudice. Donc il va donner concrètement l'état d'avancement des frais médicaux, donc tout ce qui a été dépensé par la sécurité sociale ou par vous-même pour vous soigner, ce qui est prévu comme soin. Donc en gros, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui a été fait, ou les faits exacts dans lesquels vous vous situez, votre suivi médical, les prises en charge, et puis une sorte de première évaluation de vos préjudices que vous allez concrètement sur lesquels vous allez être concrètement indemnisé. Et c'est là où l'assurance va pouvoir revenir sur sa première évaluation et se dire, bon, concrètement, ok, donc voilà, donc cette personne, elle a eu tel et tel traumatisme, elle a eu tel et tel cheminement, elle a tel et tel suivi médical, et il est prévu qu'il lui reste, après consolidation, au moins telle et telle séquelle. Qu'est-ce que sont les séquelles et quels sont les postes de préjudice qui vont être indemnisés. Donc ça, c'est une première évaluation, mais on n'a pas concrètement la certitude que vous évoluiez dans ce sens. Certainement, et c'est souvent le cas de ce que moi j'ai eu comme expérience, l'évolution est même plus positive que celle qui est prévue. L'idée de l'expert, c'est pas de dire que ça va être le pire, mais c'est d'imaginer quand même la situation la moins bonne pour que l'assureur puisse vraiment avoir une somme à mettre dans votre dossier et être sûr de savoir vers quoi il tend.
Mais votre état de santé peut encore s'aggraver sans que le médecin en soit vraiment informé. En tout cas, l'état de santé des personnes est toujours un petit peu complexe. La santé, le corps humain est tellement surprenant dans un sens comme dans l'autre. Donc ça, on ne peut pas savoir. Donc l'idée, c'est ça. C'est que le médecin va faire une première évaluation et vous allez pouvoir concrètement avoir, si vous voulez, accès à ce première conclusion, mais ça ne veut absolument pas dire que ce sont les conclusions finales. Ce sont celles qui sont les plus proches, semble-t-il, de la réalité. Puis vous allez être consolidé, puisque il y a à peu près un délai qui est prévu, vous allez avoir les rééducations à faire, peut-être des opérations. On va concrètement vous dire vers quoi vous tendez, vers quoi vous êtes, où est-ce que vous allez, et puis on va dire concrètement, ça y est. Vous savez que vous allez pouvoir reprendre le travail, vous allez voir votre médecin qui est généraliste à vous, votre propre médecin, et il va vous donner un certificat de consolidation. Et avec cette consolidation, l'assurance va pouvoir concrètement vous indemniser en totalité des préjudices que vous avez subis. Rien n'empêche, durant la phase avant la consolidation, d'être encore un petit peu provisionné par l'assurance qui réglera régulièrement peut-être des provisions pour vous aider à avoir une certaine somme d'argent, à vous aider si vous êtes un artisan très mal pris en charge, en perte économique, etc. etc. Mais il faut bien comprendre que toutes ces sommes d'argent qui vont vous être versées, ce seront des sommes qui viendront en déduction de l'indemnisation finale. Donc ce sont en gros un petit peu des avances sur la somme finale. En gros d'ailleurs, ce sont des avances sur les sommes finales. Et au moment de la consolidation, vous allez voir donc un médecin expert, ce médecin qui est généralement le même qui a été missionné une première fois, pour évaluer concrètement vos préjudices. Et ces préjudices sont très diversifiés. Vous avez des préjudices qui sont de l'ordre purement économique, qu'on appelle souvent patrimonial, sont en gros en fait toutes les pertes de salaire que vous avez peut-être eues avant votre consolidation et les pertes de salaire qui vont venir après. Peut-être que la reprise de travail dans les mêmes conditions ne sera pas possible, peut-être que vous serez obligé de prévoir des mi-temps, peut-être que vous serez obligé de réduire votre capacité de travail si vous êtes artisan, donc peut-être un chiffre d'affaires qui va diminuer. Peut-être même une reconversion professionnelle, puisque vous n'êtes plus dans les capacités physiques à faire le métier que vous faisiez. Peut-être que vous allez devoir arrêter votre travail. Donc si vous voulez, ça peut être tout un tas d'éléments économiques qui vont venir quelque part vous permettre, pendant la durée où vous étiez malade, mais après, de vous mettre dans une situation économique quasi identique à celle que vous aviez avant l'accident. C'est pas de vous donner plus, mais c'est que vous ne soyez pas dans une situation amoindrie. Voilà. Ça peut être aussi tout un tas de postes qui peuvent être d'adaptation de votre véhicule, ça peut être une prise en charge de frais médicaux qui n'ont pas été pris en charge par la sécurité sociale, donc on a les frais médicaux qui sont restés à votre charge, ça peut être les prises en charge divers, parce que patrimonialement parlant, vous pouvez avoir des pertes, vous avez fait garder votre enfant, et puis vous avez tout un tas de préjudices qui sont toujours avant ou après consolidation, dans le cadre de suivis médicaux. Vous pouvez avoir besoin à vie d'une personne qui vous aide, donc une personne qui vous a aidé avant que vous soyez consolidé, mais des fois après aussi. Des fois on peut se retrouver avec des auxiliaires de vie à vie, donc si vous en êtes à ce stade-là, souvent c'est que vous avez un état de santé qui est quand même très très compliqué. Et cette personne peut avoir existé avant votre consolidation et ne pas exister après. Donc en fait, ce sont concrètement les prises en charge vraiment de la perte financière qui, elle, est globalement, je dis bien globalement, facile à évaluer. Alors c'est facile et pas facile, parce que si on doit facilement calculer ce que vous avez perdu avant votre consolidation, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'imaginer combien vous allez perdre après. Parce que y a des fois où effectivement la remise en situation économique est impossible, mais il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas dans la capacité d'accéder facilement au calcul. Ok, vous faites une reconversion professionnelle, mais vous n'avez pas encore cette reconversion officielle, on n'arrive pas à s'imaginer combien vous allez toucher par rapport à avant.
Ça peut être toute la perte de points de retraite que vous aviez. Ou même, ça peut être aussi une reprise de travail identique, mais il y a des pertes de chances d'obtenir une évolution dans votre métier par rapport au fait que vous étiez en pleine expansion et là maintenant vous n'avez plus les capacités de le faire. Donc il y a quand même des petites notions un peu compliquées économiques, mais ça reste quand même du calcul mathématique qui, à mon sens, par rapport à ce que j'ai fait pendant des années, n'était pas ce qu'il y avait de plus difficile. En tout cas, on pouvait trouver des similitudes dans des expertises ou des rapports précédents ou dans des décisions de justice qui permettent quand même de pouvoir se rapprocher le plus possible de la perte économique que vous allez subir. Et puis, il y a la partie qu'on a dit non patrimoniale, qu'on appelle extra-patrimoniale, donc qui ne touche pas réellement votre économie en soi, mais qui vont toucher la personne en elle-même. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, l'expert médical, bon, déjà, il a été obligé de quand même, concrètement, sur la partie économique, de nous dire si vous êtes dans l'état de santé pour pouvoir reprendre le travail, sinon comment, si votre employeur peut vous reprendre, quelles sont les exigences, etc., etc. Donc là, quand même, c'est compliqué. Mais il y a une autre partie qui est plus importante, qui à mon sens est plus compliquée à m'évaluer, sont tous les préjudices que vous subissez au niveau du ressenti, des douleurs, de la cicatrisation, etc., etc. Donc là, on est sur des postes de préjudice où l'expert est obligé sur une échelle de 1 à 7, selon un process assez établi, on va dire, par les cours d'appel de France, une échelle sur laquelle il va y avoir une évaluation selon ce que vous avez dit, selon ce que l'expert a comme connaissance et comme technicité en la matière. Donc ça relève du type de poste de préjudice de douleur. Donc le poste de préjudice de douleur est un peu compliqué compliqué. Il ne faut pas le mélanger avec la douleur que vous subissez après la consolidation, mais c'est bien toutes les douleurs que vous avez subies jusqu'à votre consolidation. Donc en fait, le type de choc que vous avez eu, votre suivi à l'hôpital, si vous êtes resté une journée, vous allez rester 10, on n'est pas dans les mêmes conditions. Vous avez dû être évacué, si on a fait l'intervention d'un pompier, si vous avez dû être désincarcéré, quel est votre traumatisme physique, parce qu'il y a des traumatismes physiques qui peuvent entraîner des douleurs beaucoup plus importantes. Dans lesquels on ne peut pas vous mettre dans le coma pour vous couper les douleurs, le temps d'attente d'arrivée des pompiers, la rééducation qui peut être très longue et qui peut avoir des impacts sur la sensibilité physique de la personne. Donc voilà, ça c'est tout ça qu'on va évaluer, que votre médecin expert d'assurance et d'assurer aussi, parce que si vous voulez vous-même avoir un médecin à votre côté à ce moment-là, et c'est possible, ou des gens comme moi par exemple qui ont travaillé dans l'assurance, qui peuvent vous aider au moment des expertises pour orienter l'expert et puis pour vous aider à répondre correctement aux questions. Donc voilà, donc ça c'est un premier poste de préjudice, je ne vais pas vous en citer tous, mais vous avez à peu près concrètement cela. Vous avez le préjudice esthétique, parce qu'un accident peut entraîner des atteintes esthétiques. Alors on pense toujours à une jambe en moins, mais ça peut être des cicatrices, qu'il faut des déséquilibres physiques, ça peut être tout un tas d'éléments qui a trait en fait un petit peu à la personne, parce que ça peut être aussi plus compliqué si vous êtes dans un monde dans lequel le corps et physique est important. Mannequinat, mais ça peut être aussi des situations dans lesquelles vous êtes plutôt tendance à être torse nu, ou en tout cas où on peut voir vos jambes. Moi je vois beaucoup d'artisans dans le bâtiment qui ont des cicatrices importantes au niveau des jambes et qui sont un peu mal à l'aise parce que souvent ils peuvent être amenés à devoir se changer devant leurs collègues, ça les gêne. Après il y a aussi la situation géographique, en Nouvelle-Calédonie par exemple, on est 6 mois, 8 mois dans l'année, quand même assez à découvert. Donc et puis il y a la taille de la cicatrice, il y a aussi des atteintes des fois même à la vue, donc on se retrouve avec un œil qui est disgracieux, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc du coup on peut se retrouver avec des difficultés aussi à se voir réellement comme on est. Donc ça c'est des atteintes plutôt de l'ordre donc de l'esthétique, préjudice de douleur, préjudice esthétique.
Donc voilà, donc après, il y a aussi le préjudice sexuel dans lesquels on peut se retrouver post-consolidation, dans lesquels on a une réduction, une atteinte de la sexualité. Elle peut se retrouver aussi avant consolidation, donc effectivement on a des difficultés à avoir des relations sexuelles avant, des fois après. On peut aussi se retrouver avec une impossibilité de procréation, hein, parce qu'il y a des gens qui les accidents peuvent causer des problématiques de la stérilité tout simplement, ou des difficultés à obtenir des enfants, à avoir un enfant qui était en projet, voilà. Donc voilà, donc on se retrouve dans un préjudice qui lui aussi est évalué sur une échelle de 1 à 7 par l'expert. Et voilà, donc on se retrouve avec des postes de préjudice qui sont quand même très proches de la personne, parce que la situation, la sensation de douleur est différente d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont se plaindre moins que d'autres, pour des douleurs qui sont peut-être moins importantes chez l'un, qui se plaint beaucoup, et plus importantes chez l'autre, qui s'en plaint beaucoup moins. Donc, alors après, concrètement, l'expert médical, lui, il a lui-même des barèmes qui lui sont soumis par des ordres médicaux qui leur permettent aussi de pouvoir tendre à un chiffre sur cette échelle, parce que même lui, des fois, c'est très difficile, très très compliqué. Et il est, en tant que médecin, il a été soumis souvent à la connaissance concrète du terrain dans lequel il imagine, il a vu des gens avoir des douleurs et il imagine ce que ça peut donner, etc. Mais c'est pas non plus une personne qui est capable, dans tous les cas à 100%, de pouvoir prédire facilement, concrètement, que c'est sûr, votre douleur elle est de 4 sur 7 et non de 6 sur 7. Voilà. Et cette échelle, elle vous donne la possibilité d'être indemnisé avec un barème bien compris. Voilà, on vous dit que si, et ça c'est des postes et des petits tableaux bien faits, que si votre échelle est de 5 sur 7, vous pouvez bénéficier entre temps et temps. Et l'assureur prend toutes ces sommes, enfin ce rapport, et poste de préjudice par poste de préjudice, il fait des évaluations des sommes. Voilà. Donc après, lui, son but en tant qu'assureur, évidemment, c'est pas de vous donner le maximum dans l'échelle. Donc si vous avez un 5 sur 7 et que vous avez le droit entre 500 000 francs CFP et 1,2 million, il vous donnera peut-être 650 ou 700. Il trouvera des moyens de médiation. Et il fera une offre concrète sur ces sommes cumulées. Et c'est là où c'est compliqué, parce que les personnes se retrouvent dans plusieurs problématiques. La première problématique, c'est qu'ils n'ont pas les compétences techniques pour comprendre les sommes qui leur sont proposées. On n'en voit pas, en tant qu'assureur, le barème sur lequel on s'appuie pour dire, alors on le cite, ce barème, mais bon, les gens ne le comprennent pas toujours. Et on dit, voilà, selon ce barème-là, on vous propose de vous indemniser pour ce poste de préjudice la somme de temps, pour ce poste de préjudice la somme de temps. Donc nous, en tant que gestionnaire, à l'époque, c'était ça, c'était de prendre ces postes par poste, de les mettre au taquet, parce qu'il fallait quand même prévoir une somme maxi partout, et de faire une offre qui soit plutôt médiane, expliquant, si on voulait, pourquoi, et d'attendre évidemment l'accord ou non de la personne en face. Alors si cette personne elle a été bien suivie, si elle a été bien conseillée, si elle a été dans une procédure judiciaire, généralement elle a un avocat qui, s'il est bon en la matière, et ce ne sont pas tous dans le cas, parce que c'est un cas vraiment technique, s'ils sont bien techniciens d'assurance, ils vont pouvoir concrètement vous expliquer tout ce que je viens de vous expliquer, et eux-mêmes avoir les références et les barèmes pour pouvoir en fait voir si les sommes correspondent au barème classique, et surtout lui à l'inverse de vous donner, de vous permettre d'obtenir le maximum en justifiant pourquoi. Parce qu'il est clair que vous avez des postes de préjudice comme celui de la douleur. Pourquoi une personne qui a été évaluée avec une préjudice de douleur de 5 sur 7 qui peut bénéficier de 1,2 million, on lui en propose que 800. Pourquoi il bénéficie, il a le droit d'avoir 1,2 million, et pourquoi il n'a pas le droit pourquoi il ne devrait avoir que 800 000 francs. C'est compliqué, parce que là on joue sur des subtilités qui ne le sont pas. Moi j'ai jamais compris d'ailleurs que pourquoi sur les échelles il y avait en plus des modulations, parce que clairement je vois pas l'intérêt en fait.
clairement, on a déjà une modulation sur l'échelle de 1 à 7, mais en plus on vous propose une médiation entre les deux. Enfin, je veux dire, on se prend la tête en se disant sur l'échelle de 5 sur 7, vous avez le droit entre temps, et nous vous donne temps. Mais je veux dire, comment concrètement on peut imaginer que si l'expert vous a dit que vous aviez subi, vous en plus, ce qui est horrible, c'est qu'on vous dit que votre douleur est de 5 sur 7, donc peut-être que vous l'avez ressenti comme du 7 sur 7. D'ailleurs, si concrètement on vous demande comment vous avez subi la chose au moment où c'est arrivé, les 3 quarts du temps les gens disent 7 sur 7 au moment où ils ont été impactés, ou en tout cas dans les jours qui suivent. Et puis après, cette douleur se diminue, donc bon, c'est vrai qu'on peut faire une médiane et dire que c'est un 5 sur 7, mais bon, c'est hyper compliqué. Tout dépend des gens. Il y a des gens qui ont des gestions de la douleur qui ne veulent pas dire qu'ils la ressentent moins fort, mais en tout cas ils la gèrent mieux, donc c'est compliqué. Mais en plus là-dedans, si on vous impose que c'est du 5 sur 7 votre douleur, on vous dit c'est comme ça, c'est 5 sur 7 pardon. Si vous aviez le droit entre 650 et 1 million, on vous en donne 800. Pourquoi ? Parce que c'est 800. Voilà, pour ne pas vous donner 1 million, parce que 1 million c'est le maxi de votre 5 sur 7. Alors vous imaginez bien que vous n'êtes pas au maxi de 5 sur 7, nous on imagine que vous êtes à peu près un peu moins. Et puis vous vous dites déjà que moi, j'avais l'impression d'être sur du 7 sur 7. Le médecin m'impose, expert, du 5 sur 7, je m'y accorde, je vais avoir un peu du mal à le contredire. Mais par contre, pourquoi j'ai pas le droit au maxi du 5 sur 7 quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'est une espèce de cheval, c'est un cheval de bataille dans lequel l'assureur va dire moi je propose ça, mais non, mais moi mon client ou moi en tant que personne victime, j'estime que en fait, en plus d'avoir subi tout ça, je suis restée beaucoup plus longtemps qu'une victime normalement dans les couloirs des urgences. On n'a pas pu concrètement faire ci, faire ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai 4 enfants. Ça a été une douleur aussi psychique de devoir affronter le fait que j'étais handicapée physiquement. Enfin, voilà. Donc bon, on passe dans des considérations que somme toute, moi j'ai été chercher pendant des années quand j'ai défendu les gens. Moi, j'ai essayé de comprendre comment ces personnes-là, concrètement dans leur quotidien, qu'est-ce qui avait fait qu'ils étaient dans une échelle beaucoup plus élevée que celle qui était annoncée en termes de somme d'argent. Mais on trouve toujours, parce qu'on a tous chacun, en fait, une vie qui concrètement va nous apporter des difficultés qui nous sont propres. Des gens qui ont 4 enfants, des gens qui vivent seuls, mais vivre seul c'est aussi très compliqué, parce que ça sous-entend d'avoir des personnes qui viennent vous aider au quotidien, qu'on ne connaît pas, qui vous nettoient des fois. Ça a beau être des auxiliaires de vie, c'est toujours un petit peu compliqué de se retrouver à devoir se montrer physiquement. D'autres c'est parce que ils sont séparés, donc ils n'arrivent pas à avoir leur enfant pendant des mois parce que l'autre parent va le garder, donc il y a une préjudice aussi sentimental, psychologique. Il y a des gens qui sont restés très longtemps à l'hôpital, dans des services hospitaliers qui sont quand même des fois un petit peu ardus. D'autres qui sont restés dans le coma, qui ne se rappellent de rien, d'autres qui disent avoir eu des douleurs physiques. Donc c'est compliqué d'indemniser ces postes de préjudice, mais en même temps on a tous nos vies qui font que de toute façon la situation de l'accident et de l'handicap, on ne l'a absolument pas, on ne peut pas les gérer. Au moment où il nous arrive, on n'est pas fait pour ça. La maladie, sauf à avoir un cancer foudroyant qui vous tue en quelques jours, ou un arrêt cardiaque, mais bon, vous mourrez, donc quelque part, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas trop revenir en arrière pour nous dire comment vous l'avez vécu. Mais sinon, l'accident, c'est quelque chose auquel on n'est pas préparé. On n'est jamais préparé à l'accident. Donc on n'est pas préparé à souffrir et à rester vivant et à être handicapé. Handicapé, pas uniquement physiquement, mais aussi psychiquement, de ce que l'accident a pu entraîner dans notre vie. Les changements concrets de vie que ça nous a apporté, la nouvelle situation dans laquelle on se retrouve et en plus de devoir imaginer combien peut coûter tout ça. Parce que si économiquement vous arrivez à contester les sommes qui vous sont proposées pour les pertes de salaire, l'évolution dans votre carrière, l'arrêt économique de votre société, etc., ça c'est concrètement évaluable. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est votre ressenti physique. C'est concrètement ce qui va vous permettre, psychique et physique, c'est comment évaluer ce que vaut, puisque l'assurance est là pour vous indemniser, définitivement, de choses que vous ressentez et non qui sont dans votre porte-monnaie.
Et ça m'a toujours hyper intriguée quand il a fallu, moi en tant que gestionnaire d'assurance, de pouvoir permettre de débattre de ces sujets parce que ça va aller plus profondément. Et à mon sens, c'est là où en fait le travail des personnes qui défendent ces gens-là est très mal fait, on va dire pour les 80%, parce qu'il y a toujours 20% de gens qui sont vraiment attachés à la défense des intérêts des gens dans ce domaine-là et qui concrètement lisent beaucoup de jurisprudence, beaucoup de décisions de justice, qui essaient de voir comment les postes évoluent, comment les juges évoluent dans le domaine, qui est plutôt une évolution, on va dire, en faveur de la victime de plus en plus. Comment on peut imaginer des indemnisations qui soient le plus proches de la réalité? Mais ça demande aussi une entrée dans la psychologie des gens. Comment ils peuvent sentir les choses. Et en fait, je me rappelle que j'avais lu alors je ne sais plus si j'avais lu un bouquin ou si j'avais vu un film. Alors, ouais, j'ai un doute pour le coup. En fait, dans cette petit laïus que j'avais entendu, il y avait quelque chose qui était intéressant, c'était n'essaye jamais de comprendre la personne avec tes propres cartes que tu as dans ton jeu. En fait, on est et on évolue avec un jeu de cartes, c'est un peu l'idée. Avec d'abord des gènes, un contexte social, une éducation, et puis peut-être une propre personnalité. Et on a là-dedans en fait des jeux de cartes. On est colérique, on est sentimental, on est fort, on est faible, on est résilient, on est combatif, on est patient, on est timide, enfin voilà. Tout ça, ça fait vous une sorte de personnalité qui peut évoluer. On peut vous rajouter une carte que vous n'aviez pas, vous pouvez avoir la même carte que votre voisin, vous pouvez retirer une carte de l'échiquier, enfin de vos mains, de vos plis, de votre pli de cartes, mais en aucun moment vous pouvez travailler ou en tout cas comprendre la personne en face de vous en utilisant uniquement vos cartes à vous. Si vous êtes quelqu'un de sensible, vous ne pouvez pas dire que la personne qui est en face de vous étant insensible, c'est une personne qui n'est pas bien. Vous ne pouvez pas juger de la qualité de la personne uniquement parce que dans vos cartes, vous avez la sensibilité qu'il n'a pas. Il n'a pas cette carte. Et il n'a pas cette carte, donc il ne peut pas faire autrement que avec le jeu de cartes qui lui a été donné. Il peut évoluer, il peut s'améliorer, mais au jour J, à l'instant T, je ne sais pas pourquoi on dit l'instant T d'ailleurs, mais bon, c'est dit en passant, voilà. L'instant T, le jour J, quand on doit vraiment comprendre la personne qu'on a en face, comprendre ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, il faut avoir son jeu de cartes. Et c'était un peu mon travail. Moi, c'est un peu sur ça que j'ai essayé de travailler, mais j'ai jamais vraiment poussé. C'est bien dommage. Mais quand j'essayais de comprendre, d'évaluer en fait la douleur de la personne ou comment elle le vivait, ou comment elle allait le vivre, il me fallait son jeu de cartes. Donc j'avais tendance à essayer de comprendre dans quel milieu elle vivait, quel était son état d'esprit, comment elle était, ce qu'elle était. Et c'était intéressant pour moi en tant que gestionnaire à l'époque de recevoir les victimes. Parce que ça me permettait aussi de mettre un petit peu plus d'image, de sentiments et d'humanité en fait sur cette personne. Et quand j'ai ensuite défendu, puisque j'ai créé ma société pour ça, ce qui concrètement n'a pas fonctionné parce que clairement en fait il y a tout un pan de l'avocature aujourd'hui qui est rentré dans le milieu de la procédure judiciaire et qui reprend ces dossiers-là. Donc en tant que simple juriste entre guillemets, les gens ne me connaissent pas assez puisqu'ils ont tendance, c'est normal. Au moment de l'accident, il y a un procès et puis il se retrouve avec un avocat. Donc moi, Jade Chenet, personne ne me connaît. La petite JJ continue sa vie. Donc je travaillais beaucoup pour les avocats, mais c'était pas pareil. Concrètement, se munir en fait de la vie de la personne nous permet aussi de comprendre vraiment sur quel point on pourra vraiment quelle est la carte qu'on va pouvoir se munir pour pouvoir dire à l'assureur ou dire à la personne qui vous indemnise si cette personne, dans son contexte à elle, par rapport à tel et tel et tel et tel état d'esprit, cette façon de vivre, sa façon d'être, cette douleur est très importante. Cette problématique est très importante. Même si on peut globalement imaginer qu'une mère de famille ou un père de famille avec 4 enfants a des grandes difficultés de par son handicap à réussir à supporter
que ses enfants le voient comme ça. Il y en a pour lesquels cette problématique n'est même pas soulevée ou à peine soulevée. Et donc, c'est pas l'idée d'aller trouver des douleurs ou des ressentis psychologiques dans des situations qui n'en sont pas. Mais peut-être que cette personne a plus de mal, par contre, à se confronter à la clientèle qu'elle avait, qui la voit être réduit physiquement, peut-être c'est ses collègues, peut-être c'est ses amis, parce qu'il a une personnalité qui est plus dans l'extériorité. Peut-être qu'il avait des relations sociales qui se sont, qui ont échoué des suites de cet accident ou qui ont disparu et qui pour lui, dans son contexte de vie, était plus important. Non pas qu'il avait ses enfants qui étaient moins importants, mais il y prêtait moins attention, ça lui touchait moins. Alors après, c'est pas un jugement, c'est pas de dire cette personne, elle est quand même bizarre. Non, c'est peut-être qu'il avait plus de confiance vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ses enfants. Peut-être que son cocon familial était beaucoup plus stabilisé et qu'il supportait plus dans son cadre familial qu'on le voit comme il était, plutôt qu'en extérieur. Voilà, je veux dire, c'est tout un tas de choses qui peuvent vous paraître complètement anodines, mais qui, dans la réalité pratique, quand ça vous arrive, ou quand ça leur arrive à ces gens-là, ça devient vraiment horrible. Et puis après, quand on vous a indemnisé, et c'est cette partie-là que j'aimerais développer un jour dans ma vie, c'est peut-être, dans ma vie, je ne sais pas si c'est celle-là ou une autre, mais c'est de dire comment on fait après. Parce que c'est là où l'intérêt du sport, de la santé, de la nutrition, du bien-être, de la gestion de la douleur, tout ça devient hyper utile, devient concret. De dire, voilà, j'ai tel handicap, comment je peux passer le cap? Qu'est-ce que je peux faire quand même? Qu'est-ce que je peux... quelles sont les méthodes alternatives qui me permettent d'avancer? Parce que la médecine ne peut plus rien pour moi. Et que l'assureur m'a payé, indemnisé, et que je dois faire avec. Et que maintenant, il faut concrètement, je m'accepte comme je suis, mais je ne suis pas obligée d'accepter le fait que je sois obligée de rester dans l'état dans lequel je suis. Beaucoup d'analyses médicales que j'ai lues, c'était il ne pourra plus jamais courir, il ne pourra plus jamais faire ci, il ne pourra plus jamais faire ça. Et à l'échange de quoi, moi, en parallèle, j'ai lu des bouquins, j'ai vu des gens qui ne sont pas des gens, qui ne sont pas des extras ordinaires professionnels du sport, qui sont concrètement qui ont décidé, parce qu'ils avaient l'état d'esprit, de ne pas rester sur cet échec, soit en changeant de type de sport, soit en continuant le sport dans lequel ils étaient, et en allant au-delà de ce que la médecine leur avait prédit. Et pour ça, il faut un suivi psychologique, il faut trouver des alternatives, il faut croire aux alternatives qui sont possibles, et il faut tester les alternatives possibles. Chez certains, chez l'ostéopathie, d'autres c'est l'acupuncture, d'autres c'est la psychologie, ils vont voir des psychiatres, ça peut être de la PBA, ça peut être aussi la nutrition qu'on revoit, parce qu'en fait, avant l'accident, tout allait bien, puis après l'accident, rien ne va plus, parce qu'on a été bombardé d'antibiotiques, donc on a des problèmes digestifs, on a des problèmes hormonaux, on a des problèmes, tout ça c'est hyper concret. Donc déjà, quand on est en santé, quand on est bien, qu'on n'a pas eu d'accident, d'impact, qu'on n'a pas de maladie, qu'on n'a pas des problèmes génétiques, quand on est normal, on a déjà la difficulté de devoir subir la pollution, les produits extérieurs, le stress, et peut-être une vie qui n'est pas une bonne vie, une vie saine. Et donc du coup, on se retrouve déjà confronté avec ces difficultés. Alors si vous y rajoutez en plus le handicap ou la découverte d'un handicap, parce que concrètement, on n'est pas vraiment prêt à comprendre ce que c'est de ne plus avoir l'usage de sa main, ou de perdre la mobilité ou l'amplitude de ses jambes, ou d'avoir des douleurs, on va dire, quasi à vie du dos, de ne plus avoir l'usage d'un œil. Je veux dire, on peut se retrouver dans des situations qui sont rocambolesques, pour lesquelles ça nous paraît impossible que ça existe, mais ça existe. Il y a un bon nombre de gens qui se retrouvent avec des mobilités de certaines articulations, c'est pas visible, mais ça peut entraîner, on peut plus faire d'activité avec ses enfants, on a du mal à faire ses courses, etc. Donc tout ça, c'est hyper important et c'est en ça que moi aujourd'hui je me dis mais il faut absolument que les gens qui sont bien dans leur vie comprennent que tout ça déjà il faut qu'ils l'acquièrent réellement, avant que si un jour quoi que ce soit leur arrive, ils ne soient pas confrontés à la diminution d'un état de santé qui était déjà amoindri.
Parce que si déjà on a du mal à faire des squats pour porter son enfant, que porter un sac à droite et votre enfant à gauche, ça vous déstabilise, vous n'arrivez pas à marcher. Si déjà vous n'avez pas une amplitude de vie normale pour faire des choses normales au quotidien, parce que vous êtes un peu, on va dire, laissé aller dans un confort physique qui en fait n'en est pas un. Si vous n'avez pas concrètement simplement utilisé votre corps dans l'amplitude totale dans laquelle il peut naviguer et vivre, sans avoir besoin d'aller courir pendant 2 heures tous les matins comme je fais, ou faire des watts, des crossfit et je ne sais quoi, ou de la natation pendant 2 heures, ou des ultra trails, simplement de marcher au quotidien, d'utiliser l'amplitude, de danser, de pouvoir se mouvoir, de faire des squats, mais des squats sans être chargé, juste de pouvoir voir quelle est l'amplitude de vos mouvements dans votre quotidien. Vous avez entre 20 on va dire, et 60 ans. Visiblement l'âge maximum de bonne santé en métropole, en France. Ah, ça me tue ça. Et bien si vous n'avez déjà pas ça, qu'est-ce qui se passera quand vous serez malade ou quand vous aurez un accident? Et moi je me dis, ah non, attends, déjà de toute façon la vieillesse va entraîner inexorablement la pire des maladies, qui est celle à un moment donné de réduire son état de santé physique pour mourir. Parce qu'on est fait comme ça, on meurt, on vit, on meurt tous, et à un moment donné, il y a une dégradation, et c'est pas à un moment donné, c'est la vie vous dégrade physiquement, mais elle vous dégrade à tout petit feu, c'est un peu la grenouille qui reste dans l'eau froide qu'on fait bouillir et qui va pas sortir, parce que tant qu'elle est dans l'eau, voilà, qu'elle est pas bouillante, en fait, elle se rend pas compte, elle finit par mourir. C'est ça la vie, c'est tout doucement, voilà, le feu prend de l'effet sur l'eau et puis on finit par mourir. Voilà. Alors c'est un peu dramatique quand je le dis comme ça, mais concrètement c'est ça. L'idée c'est que ce feu soit de moins d'amplitude possible et puis que le moment de mourir arrive le plus tard possible dans un état de santé les plus amélioratifs possibles. Mais si dans la vie, et ça vous le décidez pas toujours, et j'irai même jamais, parce que même si vous êtes responsable de l'accident, on ne décide pas, sauf suicide, qui est raté, de faire avoir un accident, même si on boit, même si tout ça, on ne décide pas réellement de prendre le volant en disant je vais avoir un accident. Soyons clairs sur le sujet, parce que ça c'est un autre sujet, on va pas ouvrir le débat, mais même si les gens disent ouais mais tu savais que tu allais avoir un accident, non, tu savais pas qu'en étant bourré, parce que souvent quand on est bourré d'ailleurs on ne sait pas. C'est tout le problème de la personne qui est alcoolisée d'ailleurs. On ne sait pas qu'on va avoir un accident, hein. On a juste un accident et on regrette juste de ne pas avoir écouté les bons principes qui veulent qu'il ne faut pas boire et conduire en même temps, ou faire autre chose, ou conduire vite, enfin voilà. Donc on a conscience du danger, mais on ne peut pas dire qu'on a concrètement l'envie de l'avoir. C'est exactement le problème de la santé, le risque dont je parlais la dernière fois, c'est de dire tant qu'on n'a pas la problématique qui nous arrive, on ne se sent pas concerné. Et après, il y a effectivement les gens qui sont plutôt dans l'attention, dans le fait de ne pas boire, dans le fait de conduire doucement. Je suis persuadée que si on faisait des statistiques, ce sont les mêmes personnes qui prennent des compléments alimentaires parce qu'ils n'ont pas une alimentation toujours parfaite, et puis sinon ils font attention à ce qu'ils mangent et ils essayent le plus possible manger bio. Enfin, je suis persuadée, et ça, je suis persuadée que ce sont les mêmes personnes. Mais bon, en tout cas, il doit y avoir un corrélaire, c'est sûr. Bref, et tout ça pour dire quoi? Pour vous dire que, donc voilà, je vous ai un peu révélé les secrets, c'est pas vraiment des secrets, mais une technique, vous voyez, qui est assez inhumaine, puisqu'on est bien, en tant que gestionnaire d'assurance, obligé de enlever le côté humain. Mais il y a quand même la prise en compte de tout cet aspect psychique qui peut justifier que l'indemnisation soit très variable. Elle peut dépendre de votre façon de vous défendre et de vos capacités à pouvoir comprendre ça. Sinon, de vous entourer de personnes qui sont compétentes pour pouvoir vous défendre. Et pour revenir un peu à ce que moi j'ai ressenti, parce que je ne sais pas si ce sujet-là vous intéresse, ou en tout cas si ça vous intéresse de savoir ce que je ressens, mais moi ce qui est sûr et certain, c'est ce jeu de cartes auquel je fais référence, ça a été ma façon de voir les choses. Et souvent on me dit mais je comprends pas comment tu ne peux pas dire que c'est un sale con. Et bien des fois je me dis, quand c'est un sale con, c'est que j'ai certainement dû regarder ses cartes et que ses cartes, il avait les bonnes cartes et qu'il ne les a pas utilisées. Parce qu'à chaque fois c'est ce que je dis. Il ne peut pas. Il ne peut pas travailler différemment, sauf à
globalement lorsqu'on lui change son jeu de cartes ou qu'on lui donne une nouvelle carte. Et c'est comme ça que moi je vois la chose. Et c'est comme ça aussi que pendant des années, j'ai essayé d'aider les gens. Et ce à quoi j'aurais voulu tendre, c'était l'après. C'est continuer avec eux. De par mon amour de la santé, de la nutrition, du sport, de la réinsertion en fait dans la vie au quotidien, de travailler avec des ostéos, des kinés, de même être ostéo ou kiné. Ça aurait été original d'ailleurs comme métier d'être kiné et en même temps défense de dommages corporels. Je pense que personne ne l'aurait inventé ça. Et mais bon, c'était moi, voilà, je l'inventerai dans une autre vie ou dans la mienne. Un jour peut-être que je serai ostéo-kiné, ce qui est concrètement pas possible compte tenu des études qu'il faut faire et du fait que je ne puisse pas le faire. Mais bon, on ne sait jamais, si j'étais kiné-ostéo, je pourrais peut-être à la fois aider la personne dans sa rééducation et dans son avenir, la conseiller ou en tout cas l'orienter vers des personnes qui ont des connaissances et peut-être même des idées pour pouvoir passer l'après-accident et être aussi au quotidien de ces gens pendant la défense et après pour qu'ils se réinsèrent correctement. Voilà, donc un podcast très original. Je ne sais absolument pas. J'ai fait 2 ou 3 erreurs de langage, spontanéité. Il fallait que j'en parle. Des fois, je parle un peu trop vite et un peu trop avec le cœur. Mais c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que j'aime la vie. Je danse même quand je parle. Vous voyez, je marche pendant que je vous fais votre podcast. Je fais des signes de droite à gauche. Je pourrais en faire un spectacle. Mais ça m'a fait du bien de parler de ce sujet et puis ça m'a permis aussi de vous faire comprendre mon état d'esprit. Et peut-être moi-même, je pense que c'est une manière à moi de me poser des questions sur ce que je suis et vers quelle vie je tends et quelles sont les choses qui m'animent et qui font que je suis ce que je suis. Et puis me permettre toujours dans l'espoir de continuer à trouver des gens les plus extraordinaires dans leur vie. Et je pense bientôt avoir une interview à vous partager avec quelqu'un qui a une petite vie un peu originale. Mais si je pouvais interroger des gens dans le milieu, qui soient en Nouvelle-Calédonie ou même ailleurs dans le monde, qui seraient intéressés pour me parler avec moi, d'échanger sur la santé, la performance, tout un tas de choses que vous connaissez dans la nature humaine ou dans la nature au sens général. Je serais ravie d'échanger avec vous. Peut-être même des petits souvenirs de vie que vous avez vécues, traumatisantes, qui vont permettre à d'autres personnes de s'identifier, comme peut-être votre rôle d'expert dans un domaine spécifique. Quel qu'il soit, je suis ouverte à toute proposition d'échange et d'interview parce que pour moi tous les gens sont extraordinaires puisque ce ne sont pas des vies que nous on mène. Chacun mène sa vie et on ne peut que trouver des choses différentes qui sont des paillettes dans votre cœur, comme j'espère vous en avoir transmis par ce podcast. Je vous souhaite d'une bonne continuation. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais gardez-vous en tête que si vous avez en tout cas la vie et la santé, c'est hyper essentiel. Si vous avez par contre été malheureusement touché par des gens ou par vous-même, vous avez subi un accident. Je ne sais pas ce que c'est puisque je n'ai pas été accidentée, mais je peux dire que je le comprends. Et sachez qu'en tout cas, vous n'êtes pas seul et qu'il y a plein de cartes que vous avez en main que vous pouvez utiliser correctement. Sinon, allez piocher celle du voisin, elle vous aidera à avancer et moi je suis là pour ça. À bientôt!